Merci beaucoup d'être venu depuis Marseille. À vous deux. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin. Je suis un peu embarrassé, rougissant, face à tous ces éloges sûrement immérités. Je ne serai sûrement pas à la hauteur de vos attentes, mais je vais quand même essayer de relever une part du défi. Alors d'abord, je voudrais remercier l'Association des droits de l'homme de la Sorbonne et le Parlement européen des jeunes qui m'ont convié à prendre la parole devant vous, et je vous remercie, bonjour à toutes et bonjour à tous, d'être là, d'avoir donc bravé les températures glaciales pour débattre ensemble. Vraiment merci encore une fois à Martin pour son invitation, et puis je suis tout simplement touché de ce que vous avez dit. C'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Je sais que vous m'avez lu, vous avez travaillé mes textes et je vous en remercie. Je voudrais aussi remercier Amélie Véraud qui a assuré la traduction et qui a donné énormément de son temps pour cela, et nous avons beaucoup échangé, ça a été d'ailleurs très agréable. Et puis vous me permettrez aussi de saluer mon amie Victoria Piscina et son équipe, si j'ose dire, Pierre-Yves et Anne-Sophie, qui assurent la capture de cette conférence et de ces débats. Alors, la démocratie est-elle soluble dans le numérique ? Bon, c'est bien sûr un peu provoquant, vous vous en doutez. Et je commencerai par une citation d'Alexis de Tocqueville, de La démocratie en Amérique, bon, vous connaissez tous. Il est en effet difficile de concevoir comment des hommes qui ont entièrement renoncé à l'habitude de se diriger eux-mêmes pourraient réussir à bien choisir ceux qui doivent les conduire. Et l'on ne fera point croire qu'un gouvernement libéral, énergique et sage puisse jamais sortir des suffrages d'un peuple de serviteurs. Et le danger, effectivement, aujourd'hui, c'est un quadrillage normatif des conduites qui, finalement, nous disculpe de la possibilité même de penser et de décider. Je reviendrai bien sûr sur ce point, mais juste avant de venir, je jetais un coup d'œil sur un texte qui vient de paraître aussi sur l'intelligence artificielle. Là, je change un peu le texte que j'ai donné à Amélie, tant pis pour elle. Mais dans ce texte, je lisais qu'il y avait actuellement en Chine une caméra pour 8 habitants, et que d'ici 2020, on pouvait prévoir 450 millions de caméras en Chine, qui donc, si vous voulez, captent l'ensemble des données, les traitent, c'est ce qu'on appelle les big data, que vous connaissez, et donc permettent de surveiller les populations sans besoin d'avoir même des forces sécuritaires pour les encadrer. Je ferme donc la parenthèse. Alors, le gouvernement politique des humains est indissociable du gouvernement moral et psychologique de soi. Toute l'œuvre de Michel Foucault l'atteste, la civilisation des mœurs, qu'elle procède de l'éducation, du soin, de l'éthique, de la justice, de l'art ou de la science, est politique, se révèle profondément politique. Il faudra donner à ce mot, bien sûr, toute sa portée, c'est-à-dire que, si vous voulez, le désir d'apprendre aux hommes à se gouverner eux-mêmes, que ce soit par la voie de l'éducation ou celle du soin, est politique et révèle justement dans quel type de régime politique nous nous trouvons. C'est sur ce point que je vais intervenir. Le régime de gouvernement des individus se révèle d'entrée de jeu politique, et la politique est indissociable aussi de la relation d'un sujet avec lui-même, ce qu'on peut appeler sa vérité. Michel Foucault a parfaitement montré, si vous voulez, par exemple, que la révolution iranienne en 1978 n'a pas simplement été une révolution contre le Shah, ça a été aussi une façon de renouer avec une certaine manière de s'y prendre avec soi-même, ce qu'on peut appeler une ascèse, et que si on a pu mettre les gens dans la rue, à main nue, c'est aussi parce qu'il y avait cette promesse d'un changement, si vous voulez, éthique dans le rapport qu'on a avec soi. Il y a en Occident, en plus, une relation privilégiée entre le sujet et sa vérité, et juste pour, si vous voulez, situer les choses, souvenez-vous de la réponse de Socrate à Alcibiade, quand Alcibiade lui dit « Comment est-ce que je peux m'y prendre pour dominer les hommes, les gouverner
et dominer la nature, Socrate lui répond « Commence par te gouverner toi-même, sois le thérapeute de toi-même », ce qui révèle encore une fois ce caractère consubstantiel de la manière, si vous voulez, dont on se gouverne et la manière dont on gouverne politiquement les humains. Se gouverner, ça suppose aussi se transformer, ce que j'appelais tout à l'heure rapidement l'ascèse. Et la transformation du sujet lui-même et par lui-même, qu'elle procède encore une fois de la pédagogie, de la philosophie, du soin, constitue donc une ascèse qui conditionne cette capacité de se gouverner soi-même et cette capacité de conduire les autres. Les pratiques de soi, donc, sont intimement liées à l'exercice du pouvoir, et du pouvoir qu'elles permettent d'acquérir sur les autres, comme du pouvoir qu'on a sur soi. Dans l'Antiquité, je vais faire très vite, mais c'est juste pour vous chauffer un peu, si j'ose dire, n'est-ce pas ? Dans l'Antiquité, si vous voulez, la transformation du sujet, sa conversion à lui-même, le conduit par la maîtrise finalement de ses passions, au gouvernement de lui-même et des autres. Et ce qui est majeur, c'est la raison, c'est la rationalité qui définit en quelque sorte cette capacité, si vous voulez, d'accueillir la nature en soi, de la laisser être et donc de pouvoir en même temps la gouverner et la maîtriser. Avec la modernité, ce que Foucault a très bien montré, c'est que ça change. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans ce type de rapport, on est dans l'illusion, dans la promesse que si on maîtrise la nature, si on est capable, si vous voulez, de l'exploiter, alors à partir de ce moment-là, on va acquérir sur soi une connaissance objective qui va permettre justement de se transformer. Donc si vous voulez, il y a d'entrée de jeu dans la modernité une espèce de, par les sciences, d'externalisation, pourrait-on dire, de cette façon de se transformer et de se connaître. Bon, je ne vais pas vous reprendre toute la thèse de Foucault sur la généalogie du sujet moderne, mais il y a vraiment une opposition importante du point de vue éthique et du point de vue politique entre, on va dire, la formation du sujet, ce qu'il appelle l'herméneutique du sujet antique et l'herméneutique du sujet moderne. Alors la question qu'on peut se poser, je vais entrer enfin dans mon propos, c'est qu'est-ce que dirait Foucault aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il dirait, si vous voulez, aujourd'hui face à une connaissance du sujet qui ne passe plus par la psychanalyse, elle n'est pas à la mode, qui ne passe plus, si vous voulez, par la morale, l'éthique, etc., mais par une connaissance du sujet qui passe par quoi ? Par Facebook, qui passe par les GAFA, qui passe, si vous voulez, par les big data, qui passe par des milliards de données qui sont traitées par les ordinateurs et qui finalement produisent une connaissance de soi et une certaine manière de se connaître et de se guider. Donc j'essaierai de montrer qu'encore une fois, elle détermine, pourrait-on dire, un profil politique de nos sociétés. Aujourd'hui, n'est-ce pas, si on veut se connaître, on va passer par les selfies. Je pense à l'ouvrage de ma jeune collègue Elsa Godard, « Je selfie, donc je suis ». Vous voyez, on est là vraiment dans une autre manière, dans un autre type de rapport à soi, dans un autre type de rapport à sa vérité. On n'est même plus dans l'exactitude probabiliste de la vérité du sujet moderne, laissons de côté le sujet antique, mais on est vraiment dans une manière de si vous voulez, de se connaître à fleur des big data. Alors, bien sûr, que deviennent le bonheur et la liberté, qui sont quand même les promesses de la démocratie, on y reviendra, que deviennent le bonheur et la liberté dans la liquidité de ce qu'on pourrait appeler notre infobésité, c'est-à-dire notre obésité numérique. Vous voyez, qu'est-ce que ça devient ? Et je crois, je vais revenir sur ce point qui pour moi est très important, je crois qu'il faut bien prendre la mesure qu'il y a un nouage entre les manières de se connaître, de se fabriquer comme sujet éthique et les manières de gouverner les humains. C'est la raison pour laquelle, à la manière de se connaître par le numérique et les algorithmes, risque de correspondre aujourd'hui un gouvernement politique des humains qui va passer par la gestion numérique des populations. Et donc qui, du coup, n'a plus besoin de la démocratie. La démocratie étant essentiellement un gouvernement par la parole. À distance de toute technophobie,
je me demande si aujourd'hui le numérique, les connexions, si vous voulez, diverses et variées, que permettent justement ces nouvelles techniques, sont de nature à renouveler la démocratie, c'est possible. On a parlé de démocratie numérique et de renouveau de la démocratie participative par le numérique, ou au contraire, si finalement, si vous voulez, ces techniques ne risquent pas d'assurer une transition vers un autre type de société qu'on pourrait appeler post-démocratique. Et quand je parle de post-démocratie, c'est avec un concept bien précis de la sociologie, de la philosophie anglaise, n'est-ce pas, c'est-à-dire celui de Colin Crouch. Face à la crise de confiance des peuples dans les gouvernements démocratiques, vous savez bien que les partis se sont un peu quand même discrédités, les États peuvent se réfugier dans une espèce de gestion purement technocratique, dans une administration quasiment algorithmique des populations, parce qu'il est très facile aujourd'hui de se donner, si vous voulez, une image numérique de l'état de la société et de l'état des rapports de force. Alors, bien sûr, une telle, si vous voulez, une telle gestion, vous vous souvenez de la phrase de Rousseau, il y aura toujours une grande différence entre gouverner une société et soumettre des populations. Bien sûr, avec une telle gestion technocratique des populations, on risque plutôt de les soumettre que de les gouverner. Et à partir de ce moment-là, il va de soi que la gestion, si vous voulez, technocratique des populations, elle va se faire au profit, je dirais, des forces dominantes, c'est-à-dire au profit des marchés avec lesquels le gouvernement technocratique des humains a toujours fait bon ménage. Et comme le note encore Colin Crouch, plus l'État se désintéresse de la vie des citoyens, les rendant ainsi indifférents à la politique, plus les grandes entreprises les manipulent facilement pour satisfaire leurs intérêts et les transforment plus ou moins discrètement en une vache à lait. Vous le savez, pour être simple déjà, vous savez bien que quand vous allez sur le net, même si vous ne payez pas directement en monnaie, vous payez d'une certaine façon par les traces numériques que vous laissez et qui sont revendues, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, sans le vouloir, chaque fois que nous consultons, que ce soit la recherche d'un hôtel en Toscane ou que ce soit, n'est-ce pas, tel ou tel avion ou bien tel ou tel iPhone, eh bien, nous payons les services qui nous sont rendus par le net en laissant nos données qui sont utilisées ensuite pour la publicité ou pour le phishing. Alors, la démocratie participative, aujourd'hui, elle se confronte à cette question, c'est-à-dire face à une démocratie représentative qui n'assure plus la souveraineté d'une politique de décision pour le peuple et par le peuple, les gouvernements peuvent être tentés insidieusement de confier d'une part au marché la charge de réguler l'économie et d'autre part confier aux publicistes le soin de persuader, de modeler, de normaliser l'opinion. C'est aussi la thèse de Foucault, l'économie et l'opinion, voilà les deux mamelles, si vous voulez, du néolibéralisme. Alors, si nous en arrivons là, eh bien, il va de soi que qu'est-ce que seraient les droits de l'homme, puisque c'est aussi le nom de votre association? Les droits de l'homme, ça se réduirait aux droits des individus privés, c'est-à-dire des individus isolés et concurrents, baignés dans ce que le jeune Marx appelait les eaux glacées du calcul égoïste. Aujourd'hui, si vous voulez, les États peuvent avoir cette tentation d'une administration d'individus isolés et concurrents, de réguler les règles formelles du marché, sans pour autant avoir un souci de formation des citoyens. Et si vous voulez, c'est la grande question qui va se poser pour l'éducation, par exemple, la différence entre donner à des individus privés une espèce de capital pour qu'ils aillent sur le marché de la concurrence, ou bien former des citoyens, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, je répète, et je vais terminer sur cette introduction, le gouvernement politique des humains tend à s'effacer au profit d'une société civique qui arrive à se connaître elle-même par le truchement des big data.
Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il est possible, vous voyez, dans l'articulation entre justement le politique et la société civique, il est possible à la société civique de se passer du politique en se donnant les informations dont elle a besoin pour se gérer. Et c'est un peu ça l'idée de la démocratie numérique. Alors, en gros et schématiquement, la question de savoir si les big data ne vont pas suffire à donner une cartographie des opinions et des comportements individuels et de masse qui permettrait une gestion technocratique au profit, du coup, des marchés mondialisés. Ce qui veut dire aussi qu'on ne changerait rien en l'état politique. Cette abstention du politique par la gestion technocratique n'est pas contradictoire, pour reprendre la question du bonheur, avec un hédonisme de masse, avec un individualisme de masse. Au contraire, c'est-à-dire que nos sociétés de spectacle et de consommation, sociétés de la marchandise, peuvent tout à fait, si vous voulez, subsister en offrant le maximum de plaisir en échange d'un abandon d'une fonction politique du citoyen. Et on voit bien comment, effectivement, le net, n'est-ce pas, comment les nouvelles technologies offrent tout ça. À partir de ce moment-là, d'ailleurs, on en reviendrait à une distinction que faisait déjà Montesquieu entre les coutumes, les mœurs d'un côté et les lois de l'autre. On n'aurait plus besoin de lois, à la limite, on aurait simplement des règles formelles, on aurait simplement des normes, ce serait aujourd'hui très massif par exemple, qui viseraient simplement, si vous voulez, à protéger les propriétaires, finalement, à leur permettre de conserver leurs biens. Et du coup, pour ça, il faudrait leur promettre le bonheur, il faudrait leur promettre la jouissance, il faudrait leur promettre, si vous voulez, un hédonisme de masse qui est, comme Hannah Arendt l'a analysé, une dépolitisation du monde. Donc en gros, pour vous le dire simplement une phrase, on peut tomber demain, on y est presque d'ailleurs, dans un monde où on est heureux sans être libre. D'où effectivement le titre du livre que vous avez bien voulu mentionner tout à l'heure, que j'avais appelé « Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ?» C'est-à-dire qu'il peut y avoir, encore une fois, une promesse d'hédonisme généralisé à condition d'abandonner sa liberté et donc si vous voulez, de donner, pourrait-on dire, aux structures gestionnaires et technocratiques le pouvoir politique. Donc, la démocratie est-elle soluble dans le numérique, ou bien cette gestion algorithmique des nations signe-t-elle la fin des principes démocratiques? Alors, pour pouvoir, si vous voulez, répondre à cette question, j'ai pensé que plutôt que de se laisser aller effectivement à des tas de spéculations philosophiques, il fallait partir d'exemples concrets, ce que je vais faire, mais peut-être quand même vous rappeler quelque chose d'extrêmement important concernant les termes de liberté, et en parlant aussi de la question du bonheur. Le projet politique de l'éducation, du soin et du gouvernement démocratique, c'est quoi? C'est lui promettre la possibilité d'être libre. Et être libre, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est un pouvoir d'agir. La première liberté, c'est une liberté d'action, c'est-à-dire une liberté de mouvement, une liberté d'exprimer, une liberté d'opinion, une liberté de penser. Cette liberté d'agir et de penser, c'est la substance même des libertés dites publiques, pas simplement les libertés privées. Au XIXe siècle, Pierre Leroux définissait la liberté comme le pouvoir d'agir simplement, pouvoir d'agir matériellement, symboliquement et politiquement. L'enseignement philosophique des Lumières, qui est énoncé dès la fin du XVIIIe siècle et qui finalement participe, comme vous le savez, aux révolutions américaines et françaises, eh bien, si vous voulez, ce message philosophique, il est très bien exprimé, par exemple, dans Kant, en 1784, dans son texte « Qu'est-ce que les Lumières ?» C'est quoi? C'est « Aie le courage de sortir de l'état de minorité dans lequel tu te complais toi-même, ne te fie qu'à ta raison et à ta loi morale, sois libre, sois autonome. » Cette injonction, cette invitation à la liberté par justement le savoir, si vous voulez, ne peut pas être confondu avec l'hédonisme, ne peut pas être confondu avec la jouissance, ne peut pas être confondu avec une pure et simple liberté privée, puisqu'elle implique la responsabilité, et la responsabilité à l'égard de l'autre, qui est un point extrêmement important. Ce message, simplement, il invite à s'émanciper des autorités traditionnelles, religieuses, féodales, royales, etc. Alors,
la question, comme vous le savez, et vous l'avez très bien tout à l'heure dit, Martin, vous avez dit l'essentiel d'ailleurs de ma conférence, il va de soi, la question est de savoir si on est plutôt sur le registre d'une liberté de l'individu, une liberté privée, d'une liberté, je dirais, de propriétaire et de copropriétaire, ou bien si on est du côté d'une liberté du citoyen qui requiert la présence de l'autre, et on y reviendra, qui requiert que l'autre soit mon semblable, mon égal, dont j'ai besoin de la reconnaissance pour me sentir exister. Ce qui est un point extrêmement important. Hannah Arendt disait « la liberté requiert la présence d'autrui ». La notion d'individu, par exemple, pour les Grecs qui ont inventé la démocratie, n'a pas de sens. Il y a des tas de cultures, il y a des tas de civilisations pour lesquelles, n'est-ce pas, la notion d'individu n'a strictement aucun sens. On est, bien sûr, si vous voulez, dépendant de la reconnaissance de l'autre. Alors, ce qu'il faut dire encore, c'est que tous les projets éducatifs qui ensuite vont se décliner au cours de l'histoire ou de transmission, si vous voulez, qui vont se décliner au cours de l'histoire, tous ces dispositifs vont avoir pour fonction, justement, d'apprendre aux sujets citoyens d'être libres sans empiéter sur la liberté d'autrui, pour aller très vite. Et donc de déterminer avec l'autre des lois qui lui permettent, en quelque sorte, d'être à la fois libre et responsable. La technique va jouer un rôle très important. Pour l'instant, je suis juste dans les tout débuts, mais la technique va jouer un rôle très important parce que la technique, à un moment donné, elle va constituer la promesse non seulement de s'émanciper des contraintes de la nature. Regardez, par exemple, je n'ai pas trop à forcer ma voix parce que j'ai un micro. Nous avons la chance d'avoir une remarquable traductrice qui, justement, par l'intermédiaire d'un écran, va pouvoir traduire ce que je dis. Donc on voit bien comment, ou bien on peut se protéger bien évidemment du froid glacial par un certain nombre de mesures. Donc la technique, encore une fois, n'est pas diabolique en soi, bien au contraire, puisqu'elle est un vecteur d'émancipation. Vecteur d'émancipation par rapport, bien sûr, à la nature et vecteur d'émancipation sociale aussi. On a bien vu d'ailleurs le rôle, par exemple, si vous voulez, des nouveaux moyens de communication au moment des printemps arabes que nous avons connus il y a quelques mois et quelques années. Donc, encore une fois, il ne faut pas diaboliser la technique. Toute la question de savoir comment se fait-il que la technique, qui est un vecteur d'émancipation par rapport à la nature ou par rapport aux contraintes sociales, ait pu se transformer en certains moments en moyen d'oppression sociale, de soumission sociale, de confiscation sociale de notre capacité, si vous voulez, d'échanger, de décider, de penser. Ça devient, on y reviendra dans le débat par rapport à l'appel des appels, par exemple, on voit bien comment la protocolisation des actes professionnels aboutit quasiment à une prolétarisation des praticiens, que ce soit dans le domaine du soin, dans le domaine de la pédagogie ou dans le domaine de la justice et autres. Alors, donc, vous voyez, j'amène juste encore cet élément. La technique, si vous voulez, elle va à un moment donné, rencontrer ce projet de se transformer soi-même et de transformer les autres. C'est-à-dire que le projet prométhéen, si vous voulez, de l'Occident, à un moment donné, ça va être justement de fabriquer l'humain. Non pas d'accepter qu'il soit créé, mais de fabriquer l'humain. Vous avez un très bon philosophe qui s'appelle Gunther Anders, qui a beaucoup insisté sur l'obsolescence de l'homme face aux découvertes prodigieuses de la technique, qui finalement produit, comme il dit, une honte prométhéenne de l'humain de ne pas avoir été fabriqué, mais d'avoir été créé, donc humainement, pourrait-on dire, en tant que vivant. Donc c'est un point qui est extrêmement important. Alors, comme vous l'avez dit, et je vais aller un peu plus vite, comme vous l'avez dit, vous voyez, ce projet de fabriquer l'humain, eh bien, du coup, il va donner à la technique une place majeure et au point que Jacques Ellul va parler effectivement de système technicien qui va autofonctionner, qui va fonctionner pour lui-même et qui va d'une certaine manière soumettre l'individu. Et donc, tout se passe aujourd'hui comme si l'individu était plus l'instrument de l'instrument dont il se sert, vous voyez, que le maître de cet instrument. C'est ce qu'on appelle, je fais une parenthèse par rapport donc au texte que j'ai donné, je ne veux pas trop perturber la traductrice, mais si vous voulez,
puisque vous avez cité l'appel des appels, ce n'est pas simplement une révolte, une insurrection contre des réformes, celles de 2007, de 2008. L'appel des appels, c'est le constat que aujourd'hui, les professionnels du soin, de l'enseignement, de la recherche, de la justice, de l'information, de la culture, du travail social, se trouvent, si vous voulez, aujourd'hui prolétarisés du fait que leurs capacités de penser, de décider ce qu'ils font dans leur métier sont confisquées par des machines immatérielles mais aux effets bien réels, que sont justement les protocoles d'évaluation, les règles de bonne pratique, les données algorithmiques qui vont de plus en plus déterminer, si vous voulez, ce que vous avez à faire. Et déterminant ce que vous avez à faire d'un point de vue technique, il va y avoir un calcul dans la gestion des professionnels qui vise à réduire le temps qu'ils passent à accomplir leurs gestes et donc du coup à réduire, bien sûr, si vous voulez, les possibilités, par exemple, d'emploi ou les possibilités, si vous voulez, de poste ou les possibilités, par exemple, de passer du temps auprès d'un patient pour la bonne raison que passer du temps auprès d'un patient, l'écouter ou lui parler, ça n'est pas cotable du point de vue des évaluations par la T2A, la tarification à l'activité. Donc, si vous voulez, dans tous nos métiers, il va y avoir une prime à ce qui est technique, et donc une prime au langage machine, une prime à tout ce qu'on peut transformer en marchandises, aux dépens justement de tout ce qui va être relationnel, aux dépens de tout ce qui va être qualitatif, aux dépens de tout ce qui va être créatif. Et là, il y a véritablement une violence qui est une violence symbolique et matérielle, non seulement sur les professionnels, mais bien évidemment sur les usagers auxquels ils rendent ces services-là. Donc, on arrive là à un point très important. On peut arriver à une espèce de rationalisation de l'ensemble de nos manières d'exister. On peut arriver, si vous voulez, à ce que Camus appelait une espèce de terrorisme rationnel, c'est-à-dire à une conception tellement rationnelle et technique du monde que tout ce qui peut représenter l'humanité de l'homme va passer à la trappe. Pour vous donner un exemple simple, regardez par exemple aujourd'hui, n'est-ce pas, comment les gens vont sur les sites de rencontres. Ils vont sur les sites de rencontres en définissant des profils qui sont davantage des profils liés à leur fonction, si vous voulez, qu'à leur intimité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a une espèce d'auto-chosification, d'auto-réification du sujet qui va sur un site de rencontre pour se faire valoir. Il est plus, si vous voulez, dans une perspective d'entretien d'embauche que, bien sûr, dans les affinités électives des relations amoureuses de Goethe. Alors, pour être très simple, là aussi, et sans tomber, si vous voulez, dans la technophobie, il faut voir que donc, nous sommes de plus en plus, aujourd'hui, offerts et ouverts à un monde qui est un monde cyberphysique, où les objets, les machines, peuvent se gouverner seuls, s'améliorer, s'interconnecter. Vous savez que c'est quand même ça aussi l'avenir un peu de l'intelligence artificielle. Et donc, tout sera connecté à tout, et l'homme, lui, sera superflu. C'est-à-dire que vous allez être demain, pour aller vite, n'est-ce pas, dans un monde si intelligent que vous serez dans une ville intelligente où tout sera interconnecté, et vous arriverez dans une maison intelligente où les objets seront interconnectés, n'est-ce pas? Et finalement, on peut dire que l'humain est superflu, puisque, bien sûr, alors c'est formidable, on a eu un forum organisé par Libération très intéressant à Angers il y a quelques mois, auquel j'ai participé, et on voit bien, si vous voulez, tout ce qui se met en place, non seulement les voitures intelligentes qui se conduisent toutes seules, les maisons intelligentes où les objets s'interconnectent, n'est-ce pas? Vous n'avez plus besoin, d'une certaine façon, d'une certaine expérience sensible du rapport avec l'environnement, puisque, en quelque sorte, la captation, si vous voulez, de votre profil biométrique peut suffire pour que la porte s'ouvre toute seule ou que la machine de café se déclenche au moment où votre voiture, qui se conduit toute seule, approche de votre maison. Donc ça, c'est pour demain matin. C'est encore une fois, c'est pas de la science-fiction. Nous allons être de plus en plus dans ce type de monde-là, et dont on peut se demander effectivement qu'est-ce que va devenir l'humain.
qu'est-ce que va devenir le type de relation humaine, imaginaire, sensible et autres, corporelle aussi, que nous avons connu, parce que d'une certaine manière, c'est aussi la question du corps qui est en question. Alors, ça, c'est du côté psychopathologique, mais bien sûr, il y a l'autre question qui est également politique, c'est-à-dire que dans ce triomphe d'une société entièrement régie par la technique, le gouvernement des individus sera rendu possible par la disparition du sujet, par la disparition de l'humain, ou en tout cas son effacement au profit des machines interconnectées qui vont rendre obsolète le gouvernement démocratique, le gouvernement politique des humains. Alors, que va-t-il se passer lorsque les machines guideront toutes nos conduites sociales et politiques? Est-ce que ce guidage numérique est pour demain matin, je l'ai dit? Est-ce que, finalement, cette langue des logiciels ne va pas produire un monde numérique abstrait, un monde technique, un monde digitalisé, désincarné, et qui, bien sûr, sera en même temps un monde financiarisé? Et cela, nous perdons, voyez, nous perdons un certain type de rapport avec nous-mêmes et avec l'autre. Je vais revenir sur ce point. Ça apporte des choses formidables aussi, n'est-ce pas? Encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans les jérémiades et les lamentations. Le programme Watson d'IBM permet, par exemple, d'établir des prédiagnostics censés aider les médecins à choisir le meilleur traitement pour leurs patients, les aider à la décision. Il y a des pansements 3D qui utilisent des capteurs et des nanofabrilles de cellulose qui surveillent et traitent toutes sortes de plaies, et toutes sortes de capteurs mesurent et surveillent nos capacités physiologiques, traquent les mélanomes des cancers sur la peau, détectent les allergènes dans les aliments, détectent les allergènes toxiques dans l'environnement et interprètent les clichés de l'imagerie médicale, aident les juges à prendre des décisions, donc guident nos choix quotidiens. Mais ce sur quoi je suis en train d'insister, vous voyez, c'est sur la mutation qui est en train de s'opérer, sur le changement de paradigme, et qui a des conséquences à la fois psychologiques, sociales et politiques. À la santé connectée correspond, je vous l'ai dit tout à l'heure, la voiture intelligente, la maison intelligente, la ville intelligente, et à quand le gouvernement intelligent des hommes, qui se passera bien sûr des décideurs politiques, qui pourrait se passer, à la limite, qui pourrait se passer de tout débat démocratique. Si la médecine intelligente nous permet un monitoring permanent de l'individu, ça se passe déjà. Pourquoi ne serions-nous pas administrés intelligemment par des dispositifs d'intelligence artificielle qui mesureraient, contrôleraient, normaliseraient nos comportements? Vous le savez, c'est le film de Spielberg, Minority Report. Alors, cette appropriation numérique du monde et de l'humain, ça nous conduit nécessairement à ces questions philosophiques, politiques, anthropologiques que je pose. Que devient, encore une fois, l'humain dans un monde intelligent? Et du coup, est-ce que les principes de la démocratie que j'ai rappelés très très vite tout à l'heure, est-ce que ces principes-là sont encore valables? Parce que c'est quand même ça la question qu'on pose aujourd'hui, plus ou moins directement. Alors, pour approcher cette question, et je vais être beaucoup plus concret, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple puisque j'ai tout à l'heure bafouillé un peu longuement, vous m'en excuserez, j'ai balbutié un peu longuement la consubstantialité des manières d'éduquer, de soigner avec le gouvernement politique des hommes. Eh bien, je vais être très concret. Je vais prendre un exemple. Pour illustrer justement cette emprise de la technique sur l'éducation et le soin, eh bien, je vais évoquer une expérience qui a été relatée dans Le Monde du 2 août 2014. C'est une expérience pilote qui a lieu à Londres. Vous savez qu'à Londres, depuis la loi de 2012, n'est-ce pas, il y a une répression très dure sur les personnes arrêtées en état d'ébriété et qui sont impliquées dans des troubles sociaux mineurs comme des bagarres, des injures, bref, un peu d'agitation sur la voie publique. Et donc ces personnes, si on trouve qu'elles ont un taux d'alcoolémie un peu important, eh bien, elles sont sanctionnées, elles vont devant des tribunaux, elles sont punies, elles doivent même pointer régulièrement, si vous voulez, auprès de la police, etc. Bon. Alors, l'expérience pilote est la suivante. Alors, elle a lieu en Angleterre, là, je prends Londres, mais elle a lieu aussi aux États-Unis, bien sûr, et dans les pays d'Europe du Nord, bien évidemment. Cette expérience pilote, elle consiste à poser un boîtier électronique autour de la cheville, analogue à l'appareil que l'on pose pour les personnes assignées à résidence. Et cet appareil, vous voyez, mesure toutes les demi-heures le taux d'alcoolémie à partir de l'analyse de la transpiration. Donc, vous
voyez, à la moindre ingestion d'alcool, l'appareil envoie une alerte qui risque de renvoyer le fautif devant un tribunal, voire en cas de récidive régulière, en prison. C'est très intéressant parce qu'en gros, vous avez là ce qu'est un contrôle par un prototype tout à fait grossier, mais de gestion algorithmique des comportements. Vous voyez, on n'est plus dans la normalisation des comportements dont Foucault nous parlait avec la naissance de la biopolitique, n'est-ce pas? On est vraiment dans, pourrait-on dire, une conduite, n'est-ce pas, de l'individu en lui faisant porter simplement un capteur tout à fait grossier qui n'a rien à voir avec tout ce dont on dispose déjà, par exemple, en médecine, bien sûr. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est la déclaration du maire, de l'ex-maire de Londres, Boris Johnson, qui est aujourd'hui ministre, je crois, parce qu'il dit, il déclare au monde, cette phrase très importante sur laquelle j'attire votre attention, « Le projet ne s'adresse pas aux alcooliques les plus sérieux, ceux qui sont connus de la police, donc pas les délinquants, pas les malades. » Il précise, « On vise les gens qui exagèrent un peu trop un vendredi ou samedi soir et qui se retrouvent dans des délits liés à l'alcool, par exemple des bagarres. Plutôt que de les emprisonner, alors écoutez bien, c'est le point très important, on peut les aider avec cet appareil. Je crois que c'est moins cher et plus efficace. » Alors on peut les aider, donc vous avez là la substance dans nos sociétés de l'acte thérapeutique ou de l'acte pédagogique. On va les aider en les appareillant à des machines. Donc c'est la machine qui va déterminer la normalité de votre comportement. Je pense que c'est moins cher et plus efficace. Alors là, il n'y a plus à discuter. Si c'est moins cher et plus efficace, on ne discute plus, on adopte. Moins cher, c'est un langage de comptable. Plus efficace, c'est un langage de machine. Alors, le recours à ce type d'appareil pour gens ordinaires tend à se généraliser. Il n'y a pas que ceux qui picolent un peu trop le vendredi soir et qui font des conneries sur la voie publique. Puisque, bien sûr, on place ça chez les seniors en cavale des maisons de retraite, chez les bambins fugueurs des crèches, les professionnels qui veulent montrer leur caractère exemplaire portent ce type de capteur, n'est-ce pas? Les infirmiers également, puisque par exemple dans les services de psychiatrie, eh bien, un infirmier va porter un capteur qui va à un moment donné indiquer qu'il est en train de se pencher, et s'il ne répond pas d'une certaine façon, ça veut dire qu'il a été agressé. Donc si vous voulez, on est dans cette espèce de surveillance généralisée. Demain, dans les entreprises, bien évidemment, vous savez bien que même dans certaines boîtes de nuit, on se fait implanter une puce qui permet d'entrer sans avoir à montrer patte blanche, si j'ose dire. Donc, vous voyez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas simplement un accident, cette utilisation de la technique. C'est vraiment le paradigme qui, demain, peut venir à la place du politique. Pourquoi pas demain, n'est-ce pas, mettre un capteur physiologique aux conjoints repentis de leur adultère pour qu'ils attestent effectivement de leur conduite désormais irréprochable. Pourquoi pas demain, n'est-ce pas, aux déviants religieux ou politiques? Pourquoi pas, bien sûr, aux élèves et aux étudiants réfractaires? Il y a déjà des choses qui sont mises en place du côté, par exemple, de l'absentéisme et autres. Il y a aussi une start-up de Polytechnique, pas très loin d'ici, ça a changé. Avant, j'ai connu mon Polytechnique quand c'était à Montagne-Sainte-Geneviève, maintenant ça a changé, mais disons, une start-up de Polytechnique qui a mis au point comme ça un espèce de capteur mesurant, si vous voulez, le taux de dépression à partir d'un nombre d'indicateurs physiologiques, comportementaux, etc. Donc, ce que j'essaie de vous dire, vous voyez, c'est qu'on n'est pas là face à une utilisation de la technique qui rend des services pour des cas particuliers. On est dans un modèle qui tend à se généraliser et dont j'essaie de vous dire qu'il fabrique un certain type de lien social et il constitue un certain mode de régime politique, voyez, de nos sociétés. Donc, bien évidemment, il faudra faire avaler tout ça aux gens. Comment voulez-vous, on en revient à la question du bonheur, comment voulez-vous leur faire avaler autrement qu'en leur disant c'est pour votre bien? Comment voulez-vous leur faire avaler autrement qu'en leur disant que mais ça va être amusant, ça va être beaucoup plus fun, on va trouver des trucs rigolos?
comment leur faire avaler autrement qu'en leur disant « c'est pour votre sécurité ». Parce que ce que vous disiez très justement, Martin, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on y reviendra si j'ai un peu de temps, le bonheur, la phrase de Saint-Just, le bonheur est une idée neuve en Europe, et notamment le bonheur en tant que concept fondateur des textes d'indépendance d'abord et de la Révolution américaine, c'était le bonheur public. Et puis progressivement, le terme de public est tombé, parce que bonheur public, ça veut dire politique, c'est tout. Le bonheur public, ça veut dire liberté politique, ça veut dire participation du sujet à la vie politique. Et progressivement, l'adjectif de public est tombé, et ça a été la promesse du bonheur. Or, si vous vous souvenez également de ces textes fondateurs, l'idée, c'est que le gouvernement doit être un gouvernement par le peuple et pour le bonheur des peuples, mais au départ, c'était le bonheur public des peuples, et progressivement, si vous voulez, c'est devenu le bonheur des peuples, mais le bonheur au sens de jouissance matérielle. Je reviendrai tout à l'heure avec une citation de Tocqueville que tout le monde connaît sur la jouissance matérielle qui est venue remplacer, pourrait-on dire, la liberté politique, c'est-à-dire le bonheur public. Et donc ça a toujours été, en gros, oui, d'accord, on vous gouverne, mais c'est pour votre bien. Ça, c'est dans la Constitution. Sauf que si les gouvernants n'offrent pas ce bonheur public au peuple, il est légitime dans la Constitution de les renverser. C'est-à-dire qu'en gros, un gouvernement ne détient sa légitimité qu'à la condition expresse qu'il assure le bonheur public des peuples. Mais si c'est le bonheur, et non plus le bonheur public, ça veut dire en gros la jouissance matérielle de chacun. Et la position à ce moment-là des gouvernants, c'est de dire, oui mais attendez, sacrifiez-vous, mais demain ça sera mieux, demain on rase gratis. Demain, vous allez avoir plus d'abondance, plus de possibilités. Ça c'est tactique depuis le début de la démocratie représentative. C'est la même stratégie. C'est d'accord, tout ça c'est pénible, d'accord, tout ça c'est très dur, mais la croissance va revenir, mais on va être beaucoup plus performant, mais ça sera beaucoup mieux, mais on va recréer de l'emploi, etc. Ça sera mieux. Donc en gros, soumettez-vous, fermez-la, parce que demain, vous vivrez mieux. Et donc c'est là où c'est très important de faire la différenciation entre bonheur public et bonheur privé. Alors, vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire avaler, pourrait-on dire, aux gens, c'est difficile de faire avaler au peuple qu'ils doivent se soumettre à une gestion algorithmique de leur conduite, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Vous êtes bourré de capteurs, mais ne vous inquiétez pas, la technique va permettre que les capteurs se voient de moins en moins, mais vous en aurez de plus en plus, bien évidemment. Eh bien, n'est-ce pas, vous allez donc être contrôlé dans vos comportements, mais on ne va pas vous dire « c'est pour votre bien parce que demain vous allez jouir beaucoup plus », on va vous dire « c'est pour votre bien parce qu'on va vous protéger ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les mesures sécuritaires sont venues remplacer les promesses d'abondance. Comme de toute façon, il y a de moins en moins de possibilités de jouir, si vous voulez, de l'abondance et de la richesse, on ne peut plus promettre au peuple, en quelque sorte, qu'il va gagner plus, l'ascenseur social, etc. On va lui promettre qu'il va être davantage en sécurité. Et donc on va lui faire avaler, si vous voulez, la pilule d'une gestion algorithmique de sa conduite et de son comportement, au prétexte duquel il sera protégé. Et c'est comme ça, vous le savez, qu'il y a actuellement en Chine 250 millions de caméras dans la rue. Il y en aura donc 400 dans 2 ans. Et je ne sais pas combien il y en a en France, mais vous savez bien que ça se démultiplie. Vous savez bien également qu'en Angleterre, chaque Londonien est capturé, si j'ose dire, photographié des dizaines de fois par jour. Et ce sont des données qu'on prélève sur vous sans votre consentement. Vous le savez, ces données, elles sont en même temps des données marchandises. C'est un point extrêmement important, vous voyez. Et on le fait au nom de quoi? On ne peut pas le faire au nom de votre bien-être, de vous dire demain vous allez jouir beaucoup plus, mais on va le faire au nom du terrorisme, par exemple. Bon, mon dernier bouquin s'appelle « Un monde sans esprit, la fabrique des terrorismes ». Je fais un peu de publicité au passage. Bon. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que
Je discutais à midi avec un collègue là, de cette question, c'est qu'on peut se demander si cette nouvelle gestion néolibérale des mœurs, parce que ça a à voir aussi bien sûr avec la mondialisation, les marchés, etc., il y a une espèce d'alliance objective, comme on dit, entre tous ces courants. Et cette nouvelle, si vous voulez, gestion et administration des mœurs, eh bien, elle ne va pas conduire à la fin du libéralisme. C'est-à-dire que j'ai une formule, je vous la donne, elle vaut ce qu'elle vaut, n'est-ce pas? Le néolibéralisme est peut-être la mort du libéralisme, parce que nous sommes dans une espèce de bureaucratie. Griebert a écrit de très beaux livres sur la dette, etc. Mais il a notamment écrit aussi un bouquin qui montre combien aujourd'hui il y a une espèce d'inflation bureaucratique des lois, des règlements, du droit mou, qui est extrêmement importante. Et donc aujourd'hui, vous êtes, contrairement aux apparences, formellement de plus en plus libre, mais réellement de plus en plus dépendant et assujetti, vous voyez, doucement et mollement, par ce type de dispositif. Donc on peut se demander si le message des Lumières, qui invitait donc à sortir de l'état de minorité en ne se fiant qu'à sa raison critique et à sa conscience morale, il n'est pas rendu obsolète par, si vous voulez, cette nouvelle manière de vivre aujourd'hui dans nos sociétés. Puisque cet appareil, il économise d'avoir à penser, à juger. Vous n'avez pas besoin de surmoi, vous n'avez pas besoin de conscience morale, puisque votre conduite ne va pas être gérée par votre sentiment de culpabilité ou de responsabilité, votre conduite va être gérée par la machine. Le surmoi, vous le portez à la cheville. Votre conscience morale, vous la portez à la cheville. Donc, si vous voulez, c'est très important parce que ça veut dire que l'éducation va changer. Ça veut dire que le soin va changer. Ce n'est pas simplement les gens qui picolent un peu et qui font des bêtises dans la rue, c'est autre chose. C'est toute une conception du sujet humain qui se joue. J'y reviendrai. Voyez, donc, alors, la question qui va déjà se poser, c'est est-ce que c'est efficace? Est-ce que ce bracelet électronique porté à la cheville pour empêcher les gens de picoler et de faire des bêtises, est-ce que c'est efficace? Ben oui, c'est efficace. C'est efficace pendant tout le temps où ils portent le bracelet électronique. C'est-à-dire, on est allé voir aux États-Unis où c'est utilisé depuis 10 ans. Vous savez qu'il faut à peu près 10 ans à l'Europe pour recycler les surplus américains. Donc, en gros, on est allé voir si aux États-Unis, ça marchait. Et effectivement, si vous voulez, dans le Dakota du Sud, par exemple, on a fait des recherches et on s'est aperçu que seuls 5% des condamnés boivent pendant la période où ils portent le bracelet électronique. Mais dès qu'on leur a enlevé le bracelet électronique, le taux de récidive est assez proche des autres personnes condamnées pour un crime lié à l'alcool. C'est-à-dire qu'en gros, la machine, pour qu'elle soit efficace, il faut la porter à vie. Et en gros, c'est ça ce que je suis en train d'essayer de vous dire, maladroitement sûrement, mais la normalisation technique et intelligente, au sens d'intelligence artificielle de l'humain, elle est en marche, mais elle ne peut, si vous voulez, parvenir à sa gestion des populations qu'à la condition de devenir totalitaire, c'est-à-dire de subordonner l'ensemble des comportements individuels à une matrice d'intelligibilité collective reposant sur cette conception du sujet humain. Et donc, l'algorithme n'est plus simplement ce qui nous permet, si vous voulez, de nous libérer. L'algorithme peut devenir la nouvelle langue du pouvoir. L'algorithme peut finalement devenir la nouvelle manière d'exercer le pouvoir. Et du coup, quand nous, on va parler d'humain, quand on va parler d'amour, quand on va parler d'amitié, quand on va parler de toutes ces choses-là, ça va paraître bien désuet et on va être très peu entendu. Alors, une des grandes questions, et là je suis très heureux de pouvoir parler justement devant, je dirais, des jeunes étudiants, c'est que la question qu'on peut se poser, vous voyez par exemple à ce colloque dont je parlais, vous le trouverez d'ailleurs les textes de Libération, ce forum à Angers sur le numérique, il y a 3 jours qui ont été plusieurs jours qui ont été capturés. Et moi j'ai participé donc à une présentation. Et ce qui était assez intéressant, c'est que nous étions 3.
trois mâles blancs dominants, comme on a l'habitude de dire, d'un certain âge, comme on a l'habitude d'ajouter. Bon. Mais c'était intéressant parce qu'il y avait donc Antoine Compagnon, qui est professeur au Collège de France de littérature, comme vous savez, spécialiste de Baudelaire. Il y avait Pascal Pi, qui était anthropologue, et moi. Nous étions tous les trois. Et tous les trois, nous ne pouvions que dire que, bah oui, l'ordinateur, c'est formidable. Ça nous a énormément apporté. Oui, bien sûr, moi je ne suis pas technophobe, j'ai un iPad, un iPhone, des ordinateurs, enfin, etc. Dès que j'ai perdu mon iPhone, je me sens orphelin. Enfin, bien sûr, ça nous a apporté. Mais nous avons connu, je dirais, le temps de l'écriture. Nous avons connu, si vous voulez, d'autres manières de faire. Je me souviens que pour confectionner ma thèse, j'avais des ciseaux et du scotch pour coller les passages, etc., avant que nous tombions donc dans le bain de l'algorithme. Qu'est-ce qu'il en sera, voyez, qu'est-ce qu'il en sera de l'usage de ces nouvelles technologies pour des générations comme la vôtre, mais surtout celle qui vient de vos enfants, qui, eux, considéreront que la manière, finalement, de gérer les conduites par un bracelet électronique ou un truc comme ça, mais c'est normal. Ça, on l'a toujours fait. Hein. Et là, je vous cite une phrase de la Boétie que je trouve formidable. Vous savez, la Boétie, le discours sur la servitude volontaire, qui est extraordinaire, qui dit « Au commencement, on sert contraint et vaincu par la force, mais ceux qui viennent après servent sans regret et font volontiers ce que leurs devanciers avaient fait par contrainte. C'est cela que, naissant sous le joug, et puis nourris et élevés dans le servage, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés, et ne pensant point avoir autre bien ni autre droit que ceux qu'ils ont trouvés, ils prennent pour l'état naturel l'état de leur naissance. » Donc, vous voyez, par exemple, on va y revenir peut-être tout à l'heure, mais il est évident que j'ai trouvé, moi, d'autres manières dans ma vie d'enseigner, j'ai trouvé d'autres manières, si vous voulez, de soigner, j'ai connu d'autres organisations de services médicaux, de psychiatrie, etc., que ceux qui existent aujourd'hui. Et ce qui me frappe, par exemple, chez les jeunes psychologues, chez les jeunes psychiatres que j'ai en formation, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que nous pouvons considérer que l'aspect technique, purement technique et uniquement technique, est en quelque sorte, si vous voulez, pathologique, je dirais presque, et quelque chose de iatrogène, pour aller vite, qui produit des maladies, qui produit de la souffrance. Mais souvent, les jeunes psychiatres ou les jeunes psychologues formés beaucoup plus récemment trouvent ça quasiment normal et trouvent que c'est tout à fait formidable de pouvoir effectivement, par le numérique, de pouvoir, par la numérisation des actes et autres, pouvoir les rationaliser et les contrôler. Sauf au moment où ils s'aperçoivent, par exemple, que étant donné la réduction des budgets dans des CMP, par exemple, ou dans des services hospitaliers et autres, on va jouer sur la quantification de ce qu'ils font pour réduire le temps qu'ils peuvent passer auprès des malades, pour réduire, si vous voulez, le temps qu'ils peuvent consacrer à les écouter, et on va leur mettre de la pression en disant il faut réduire la file d'attente. C'est-à-dire qu'il faut vraiment entrer dans le constat que le drame de la numérisation, de la gestion numérique, c'est qu'elle n'est pas simplement un langage de machine qui oublie une part de l'humanité de l'homme, elle peut être aussi le moyen, si vous voulez, d'économiser, de rationaliser et donc d'impacter les actes que l'on accomplit en laissant de moins en moins de temps et en changeant donc même la nature des actes. Alors, vous me laissez quoi, un quart d'heure encore? Ça va? 10 minutes, un quart d'heure? Oui, 10 minutes en quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure. Alors, je voudrais donc revenir là-dessus, sur la question de la démocratie. Ça va? Vous me suivez? Je ne suis pas trop pénible? Non. La démocratie, c'est d'abord et avant tout un gouvernement par la parole. Vous voyez, il y a un très beau livre de Claude Lefort sur l'invention démocratique qui exige que les conflits soient exprimés. Contrairement à nos sociétés débiles où on essaie d'éviter les conflits parce qu'on les considère comme des facteurs de risque, au contraire, le propre de la démocratie, c'est que les conflits s'expriment. Et il y a un pari, qui est un pari philosophique, c'est que s'ils s'expriment, ils peuvent être rapatriés dans un espace commun et symbolique qui est celui de la parole et du langage et qui en assure le traitement. Donc il y a une valorisation de la parole, du langage, du récit. Bon.
Vous le savez, ce n'est pas un scoop, la démocratie a été inventée en Grèce entre le VIe et le Ve siècle avant Jésus-Christ. Ces principes de liberté sont inséparables de ce qu'on appelait en Grèce l'isonomia, c'est-à-dire l'égalité et la reconnaissance de l'autre. Il ne peut pas, si vous lisez, je vais sauter un peu mon texte, Amélie, donc je vous le dis aussi. Donc si vous prenez, voyez, Aristote, la liberté n'a pas de sens pour Aristote si elle n'est pas accompagnée d'une dignité qui ne peut être donnée que par la présence des autres qui vous révèlent votre droit à participer aux décisions de la cité. C'est-à-dire que, si vous voulez, chez les Grecs, par exemple, chez les Athéniens à cette époque, n'est-ce pas, la liberté, ce n'est pas la liberté d'être seul et de faire ce qu'on veut, pas du tout. La liberté et le bonheur public, d'une certaine manière, c'est le droit et le devoir de participer aux décisions qui me regardent et qui sont celles de la cité. Et ça, c'est un point très important. Sinon, on est ce que Aristote appelle, n'est-ce pas, une plante qui parle. Mais on n'est pas un humain. Alors c'est terrible chez Aristote parce que, bien sûr, il considère que les esclaves ne sont pas des humains, sont des instruments animés. Sauf que peut-être aujourd'hui, nous sommes en train de nous transformer en instrument animé avec une nouvelle condition de travail, mais c'est un autre problème. Oui, donc un esclave. Alors, ça c'est extrêmement important parce que, si vous voulez, il n'y a pas de liberté sans égalité, il n'y a pas, si vous voulez, de liberté sans le désir d'être reconnu symboliquement par l'autre comme un semblable et un égal. Pierre Rosanvallon a écrit des choses intéressantes là-dessus. Comme le souligne d'ailleurs Hannah Arendt, ni le tyran, ni le despote, ni le maître ne sont libres. Ils ne sont pas libres. Le tyran, il fait ce qu'il veut, le despote, il fait ce qu'il veut, le maître, il n'est pas libre, puisque, je cite Hannah Arendt, la vie d'un homme libre requérait la présence d'autrui, la présence du semblable. Donc, si vous voulez, le tyran, le despote, le dictateur qui est au-dessus des autres, il n'est pas libre, encore une fois, puisqu'il n'a pas d'égal par lequel il peut se faire reconnaître. Alors, donc, la question aujourd'hui, vous voyez, on va y revenir, mais la question aujourd'hui, c'est que la liberté qu'on nous propose, le bonheur qu'on nous propose, puisque c'est des mots, vous l'avez compris, qui sont assez synonymes dans ce type de pensée de philosophie politique, eh bien, ce sont des libertés privées. Ce sont, si vous voulez, encore une fois, du bonheur privé. Mais on est de plus en plus en train de refouler ce qui a constitué quand même la substance de la République, par exemple, les notions d'égalité. Alors, égalité, c'est pas tous pareil, ça c'est une connerie, ça, d'ailleurs. Toutes nos sociétés sont prêtes à aller devant, mais c'est pas ça. L'égalité, c'est pas ça du tout. Et l'égalité, il ne faut pas oublier, par exemple, que j'ai cité la démocratie athénienne. La différence entre la démocratie athénienne et le message des Lumières rousseauiste, par exemple, qui va inspirer, ou Condorcet, qui va inspirer la démocratie républicaine en France, c'est l'égalité n'est pas une égalité de droit et de nature. On ne naît pas égaux. On le devient, et on le devient par la cité, ce qui est un point très important. C'est-à-dire que, si vous voulez, les hommes ne naissent pas égaux, ils deviennent égaux grâce, justement, au travail politique qu'ils peuvent faire avec les autres dans la cité. Dans la cité. C'est un point très important. Je n'ai pas le temps, on en parlera sûrement dans le débat, mais on voit bien cette position et cette posture avec Socrate. Si vous voulez, quand on dit à Socrate, il est condamné à mort, tu vas voir la ciguë, ses copains lui disent « Mais non, va-t'en, c'est des imbéciles, c'est des abrutis, va-t'en ». Et Socrate dit « Non, je ne veux pas que mes enfants soient orphelins ». Alors bon, on peut s'arracher les cheveux, mais s'il se suicide, ses enfants vont être orphelins. Non, parce que pour Socrate, la filiation est symbolique. Ses enfants sont orphelins à partir du moment où ils s'arracheraient aux lois de la cité qui l'ont rendu libre, égal et reconnu par les autres. Voyez ? Alors, donc, la grande question aujourd'hui, c'est est-ce que nous n'avons pas perdu ce lien étroit entre la liberté, le bonheur, l'égalité, la dignité, qui constitue ce que Hannah Arendt appelait de l'espace public, c'est-à-dire le monde commun. Le monde commun chez Hannah Arendt, c'est ça. Alors là aussi, je n'ai pas le temps de développer, mais je l'ai fait dans mon dernier bouquin, si vous voulez. Encore un coup de pub. Bon, il va de soi que si vous voulez, les individus, lorsqu'ils sont isolés, sont dans un état
tel, et on le voit bien avec les terrorismes d'ailleurs, ils ont un état tel qu'ils sont la proie de toute entreprise sectaire ou totalitaire, puisque, de par leur isolement, ils ne constituent pas une force politique qui puisse faire objection au totalitarisme. Ils ont besoin de reconnaissance. Ça se voit très nettement, par exemple, par rapport aux terroristes et autres, on en parlera peut-être dans le débat. Ils ont besoin d'une forme de reconnaissance qu'ils sont prêts à payer de leur propre vie. Et donc, si vous voulez, les terrorismes fascistes, nazistes, staliniens et autres se sont installés à un moment donné face à des individus qui étaient seuls, isolés, parce qu'il n'y avait pas ce désert, encore une fois, parce qu'il n'y avait pas cet espace commun politique. Alors, donc, j'y reviens. Qu'est-ce que va devenir, voyez, qu'est-ce que va devenir cette conception de la démocratie? Si vous voulez, je saute des pages un peu quand même. Donc, qu'est-ce que ça va devenir avec cette révolution symbolique que permet le numérique comme appropriation du monde et appropriation de soi? Alors, pour terminer, dans les 7 minutes, je voudrais vous dire une chose très simple, c'est que si on veut connaître une société, bien sûr, je vous l'ai dit, on essaie d'analyser les pratiques pédagogiques qui sont la sienne, les pratiques de soins qui sont les siennes, etc., etc. Mais on peut aussi aller du côté de la pathologie. C'est-à-dire que certaines souffrances psychiques et sociales se manifestent, et elles ne se manifestent pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce que j'appelle une espèce d'enveloppe formelle des cultures qui permet à la souffrance de s'exprimer. Et donc, si vous voulez, si on veut connaître en quelque sorte, si vous voulez, une culture, si on veut connaître une société, c'est aussi très important d'aller voir quel type de pathologie elle produit. C'est-à-dire que ce qui ne veut pas dire qu'elle les produit en tant que détermine, c'est pas une question de causalité, c'est une causalité formelle, si vous voulez, c'est pas une causalité réelle, c'est une mécanique, c'est-à-dire la souffrance est liée, mais elle va s'exprimer d'une certaine manière. Pour être très concret, on n'a plus les hystériques de conversion qu'on avait du temps de Charcot au XIXe siècle. Elle ne s'exprime plus par des conversions somatiques extrêmement importantes. Ça va être une autre manière d'exprimer la souffrance. On ne va plus avoir forcément les mêmes types, si vous voulez, de délires, les délires de filiation et autres. Aujourd'hui, vous allez les rencontrer davantage chez les SDF dans la rue qu'à l'hôpital psychiatrique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, ça ne veut pas dire que les maladies psychiques ou les maladies mentales sont produites par la société, ça veut dire tout simplement que les symptômes par lesquels ces maladies s'expriment, eh bien, ces symptômes sont, eux, dépendants de l'enveloppe qu'ils proposent de la société. Donc, en gros, si vous voulez, pour dire la chose simplement, chaque société a la pathologie qu'elle mérite et la psychiatrie qui lui convient. Alors, ce que je voudrais prendre pour terminer, c'est essayer de vous montrer l'apparition, l'émergence de certains symptômes qui révèlent assez bien le risque d'isolement, de désolation qu'il y a au tout numérique qui ne serait pas inscrit dans un tissu démocratique. Parce que si j'ai un message à vous faire passer depuis que je balbutie et que je bégaye depuis tout à l'heure, si j'ai un message à vous faire passer, c'est celui-là, n'est-ce pas? C'est pas la question de la démocratie est-elle soluble dans le numérique, n'est-ce pas? C'est savoir comment nous pouvons utiliser le numérique pour le rendre soluble dans la démocratie. C'est ça l'idée. Comment nous pouvons préserver, si vous voulez, le numérique ne sera en quelque sorte pathologique et négatif que s'il vient à la place de la démocratie. Bon, alors j'y viens. Je donne mon exemple et je vais terminer. Alors, au Japon, un phénomène d'autisme social nommé otakisme préoccupe les autorités. Il s'agit de jeunes hommes, le plus souvent, qui vivent quasiment dans des logis informatiques, qui refusent les pratiques sociales ordinaires, qui organisent leur vie quotidienne de manière hyper technique. Et il s'agit véritablement de vie alternative au sein duquel le cyberespace est préféré au monde charnel, réel, concret. Vous voyez, et ce sont les technologies informatiques et vidéoludiques qui se substituent aux relations de chair. Vous avez des relations même avec des avatars, mais vous n'avez pas des relations, par exemple, corporelles. Donc, il y a vraiment une vie sexuelle et sociale qui est médiatisée par le numérique, médiatisée par le virtuel, au point que, justement, ces jeunes ne sortent plus de leur quartier numérique. Les auteurs qui ont identifié ces pathologies remarquent d'ailleurs que le terme otaku
otaku est employé par les Japonais lorsqu'ils ont besoin de s'adresser à quelqu'un sans désirer approfondir la relation personnelle. Donc vous voyez, c'est une manière d'impersonnaliser la relation. C'est très important parce que, par exemple, dans certains meurtres, dans certains crimes, etc., c'est parce qu'on a perdu, vous voyez, on a perdu en quelque sorte ce caractère personnel de la relation, que l'autre est devenu virtuel et qu'on peut le tuer dans la vie réelle comme on le tue dans la vie virtuelle. Donc vous voyez, le lien social est rompu et il est finalement limité à l'usage de la télécommande dans des relations de communauté médiatique. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est que ces comportements d'adolescents, de jeunes adultes, qui sont des comportements de démission sociale, conduisent à une désertification des rapports humains. Et l'isolement social peut alors conduire même à une autre pathologie beaucoup plus lourde qu'on appelle l'ikikomori. Je ne sais pas si vous connaissez cette pathologie, mais l'ikikomori, c'est un phénomène psychosocial qui touche le Japon, mais aussi d'autres pays depuis les années 90, et qui commence d'ailleurs à être étudié en France, et qui signifie en japonais « se retrancher ». Et ça décrit là le comportement d'adolescents et de jeunes adultes qui, pendant des années, des mois, ne vont plus sortir, pas seulement de leur maison, pas seulement de leur chambre, mais ne vont plus sortir, si vous voulez, de leur quartier numérique. Ils vont rester dans le logis virtuel. Et bien sûr, il y a un décrochage familial, il y a un décrochage social, il y a un décrochage professionnel, il y a un décrochage scolaire, bien sûr, au profit des connexions numériques. Et si vous voulez, il n'y a pas de profil type de cette phobie sociale, pour l'appeler autrement, mais dans tous les cas, on trouve la même problématique, c'est-à-dire la préférence pour les êtres et le monde virtuel au monde réel, et donc la désimplication relationnelle et affective dans les relations au monde. Alors, ce que je voudrais simplement, pour conclure, avancer, c'est que nous sommes de plus en plus entourés comme ça de nouvelles techniques, de nouvelles possibilités qui ne sont pas en elles-mêmes, si vous voulez, pathologiques, ou qui ne sont pas en elles-mêmes négatives, mais nous sommes de plus en plus branchés sur des marchés du numérique, comme nous sommes branchés aussi sur des marchés de la robotique. Bon, je n'ai pas le temps d'en parler, mais les Love Dolls, par exemple, montrent bien également, si vous voulez, le choix, ou les robots sociaux, ou les robots sexuels, etc., montrent bien le choix qui est fait, et ces êtres numériques, ou ces êtres siliconés, pour aller très vite, n'est-ce pas, ils ont tendance à venir remplacer les êtres vivants, et ce d'autant plus que les êtres vivants sont, si vous voulez, décevants. Alors, je crois que c'est très important, parce qu'en même temps, et là je sais que je n'ai pas le temps de le développer, donc je ne le ferai pas, mais en même temps, il faut savoir que la publicité pour vendre, par exemple, des Love Dolls, ou la publicité pour vendre des robots sociaux, des robots sexuels, etc., cette publicité, elle se fonde sur un message extrêmement malin. Elle se fonde sur un message qui consiste à dire aux acheteurs potentiels, vous serez comme des dieux, vous allez pouvoir créer la personne qui vous convient. Vous allez lui donner vie. Et c'est très important. Vous serez des enfants à Noël qui reçoivent des cadeaux et qui vont les rendre vivants. Donc vous allez être Pygmalion, vous allez fabriquer vos propres statues dont vous pourrez tomber amoureux. Et c'est très important parce que nous sommes dans un monde, souvenez-vous de ce que disait Malraux. Malraux disait « Je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. » Eh bien, c'est une façon de dire, en gros, vous allez, grâce à votre imagination, vous allez, grâce à vos possibilités, réintégrer les dieux dans le virtuel, réintégrer les dieux en les logeant dans les Love Dolls ou les robots, etc. Vous voyez ? Et il y a quelque chose qui est très fort, sauf qu'en même temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire vite et pour faire simple, aujourd'hui, il y a une espèce de mutilation sociale dans nos relations, qui sont que nous sommes de plus en plus désaffiliés, nous sommes de plus en plus isolés, pour aller très vite, et pour faire face à cette solitude, cette solitude, ce mot est mauvais, mais tant pis, à cet isolement ou à cette désolation, eh bien, au lieu de trouver les moyens humains, politiques, démocratiques, par lesquels on pourrait, en quelque sorte, renouer, réinventer, voyez, le lien,
on y met à la place une prothèse, cette prothèse étant les prothèses, si vous voulez, du monde virtuel, du monde numérique. Donc, ce qui va être très difficile, pour quasiment terminer, 5 minutes, ça va ? Bien sûr. Ce qui va être très difficile, c'est que, si vous voulez, il y a aujourd'hui de plus en plus des cas d'addiction au numérique, des cas d'addiction, si vous voulez, aux robots, aux êtres virtuels divers et variés, et que pour tous ceux qui, comme moi, connaissent un peu la psychothérapie des toxicomanes, eh bien, le problème, c'est que le toxicomane, il aime sa drogue, comme le psychotique aime son délire, ou comme le passionné aime son objet de perdition. C'est-à-dire que la difficulté d'un travail thérapeutique avec les toxicomanes, c'est qu'ils ne vont pas lâcher le produit qui les protège de la douleur d'exister et d'aimer. Et donc c'est très dur parce qu'à contrario des névrosés et autres, ce qui est très difficile, c'est qu'ils ont trouvé le fétiche, le truc, la marchandise qu'ils peuvent acheter pour pouvoir conjurer l'angoisse d'être avec l'autre. Et ça rend bien sûr les choses extrêmement difficiles. Et donc on peut se dire que demain, si vous voulez, si le monde virtuel, le monde numérique, le monde robotique offre cette possibilité d'addiction, il sera de plus en plus difficile de dire aux gens « prenez le risque de vivre, prenez le risque d'éprouver, prenez le risque de penser, c'est-à-dire prenez le risque de souffrir ». Puisqu'ils auront là, en quelque sorte, la béquille numérique, la prothèse, qui leur permettra, en quelque sorte, de sortir de l'isolement sans être reliés à autrui. Et là, il y a un danger majeur. Pour terminer, juste, je voudrais vous évoquer ce très beau film R, qui rapporte l'histoire emblématique d'un humain qui tombe amoureux, vous l'avez vu, d'un système d'exploitation, c'est extraordinaire. Alors en plus, comme la voix est la voix de Scarlett Johansson, alors là, bon, je ne vous dis pas, bon. Et c'est très intéressant parce qu'on voit bien comment, n'est-ce pas, cette voix numérisée, cette intelligence artificielle est conçue pour s'adapter, évoluer et en fonction des besoins, des attentes justement du héros et comment, jusqu'à ce qu'il se rende compte que finalement elle pratique la relation amoureuse numérique avec des milliers d'humains et pas lui tout seul, il arrive à s'en sortir, mais sinon il n'y a aucune raison. Voyez, vous les voyez marcher dans la rue avec leur relation passionnelle, amoureuse, sexuelle, avec leur système d'exploitation d'intelligence artificielle. Donc c'est un gros problème. Et c'est un peu le problème que j'étais venu vous poser. Alors, bon, malheureusement, je ne vais pas pouvoir développer la fin qui pour moi est importante, mais si vous voulez, je crois qu'il faut voir, encore une fois, que, comme Martin l'a remarquablement dit tout à l'heure, c'est pas le numérique, c'est pas la technique, c'est pas ça qui pose problème. Le problème, et lui le disait aussi très justement, le problème c'est pas la technique, c'est le sacré transféré à la technique. C'est ça le problème majeur. Et donc aujourd'hui, on voit bien comment la technique peut en quelque sorte nous aider, nous protéger, construire des choses et autres, mais si cela vient à la place de la relation humaine, si cela vient à la place de la démocratie, parce que la démocratie est en crise. Donc si vous voulez, la démocratie étant en crise, c'est comme un organe, un corps dont un membre a été amputé. On est tenté à ce moment-là de l'appareiller. On est tenté, si vous voulez, de choisir une prothèse pour aller vite. Et une béquille peut être nécessaire un temps jusqu'à ce qu'on puisse récupérer, mais le problème, c'est de ne pas la conserver au-delà du temps nécessaire. Et c'est là où si vous voulez, la machine numérique pourrait être dangereuse pour la démocratie, si elle n'était pas simplement le moyen formidable pour permettre des avancées scientifiques, thérapeutiques, pédagogiques et autres, mais qu'elle devienne en elle-même une finalité qui permettrait aux humains, finalement, d'être libérés de la douloureuse capacité que nous avons à juger et à décider. Parce qu'il ne faut pas croire que nous désirons la liberté, puisque nous sommes un peu sur ce point. Il ne faut pas croire que nous désirons la liberté. Je peux vous dire que, par exemple, les patients tombent souvent malades pendant les vacances ou pendant les week-ends, c'est-à-dire pendant les moments où ils sont
en quelque sorte exemptés d'avoir à suivre un mode d'emploi, d'avoir à suivre un protocole d'exister. C'est-à-dire qu'en gros, il y a chez tout humain aussi, en même temps que le désir de liberté, un amour de la servitude, un amour de la soumission. Et à partir du moment où on lui montre un objet en lui disant qu'il promet la liberté, alors qu'il constitue un instrument de soumission, il s'y précipite. Et donc le danger majeur serait là, c'est qu'en quelque sorte, toutes ces possibilités, si vous voulez, qui nous sont données pour finalement renouveler notre espace social, se transforment de manière ludique, de manière amusante, en instrument de destruction de la démocratie. Si tel était le cas, nous deviendrions tous des hikikomori. J'avais d'ailleurs intitulé ma tribune dans Libération à cette époque-là, tous connectés, tous isolés. Donc ça vous résume un peu ce que j'étais venu donc vous dire. Et encore une fois, je crois qu'il faut revenir, je vais terminer là-dessus, il faut revenir à cette mise en garde justement d'Alexis de Tocqueville, que je vais citer. Les hommes des temps démocratiques ont besoin d'être libres afin de se procurer plus aisément les jouissances matérielles après lesquelles ils soupirent sans cesse. Lorsque le goût des jouissances matérielles se développe chez un de ces peuples plus rapidement que les lumières et que les habitudes de la liberté, il vient un moment où les hommes sont emportés, comme hors d'eux-mêmes, à la vue de ces biens nouveaux qu'ils sont prêts à saisir. Préoccupés du seul soin de faire fortune, ils n'aperçoivent plus le lien étroit qui unit la fortune particulière de chacun d'eux à la prospérité de tous. L'exercice de leur devoir politique leur paraît un contretemps fâcheux qui les distrait de leur industrie. Ces gens-là croient suivre la doctrine de l'intérêt, mais ils ne s'en font qu'une idée grossière, et pour mieux veiller à ce qu'ils nomment leurs affaires, ils négligent la principale, qui est de rester maîtres d'eux-mêmes. Je crois que c'est là où la liberté publique perdue peut se transformer en liberté privée massifiée, et où nous risquons de perdre le déclin, où nous risquons de perdre le courage, ce que, je termine juste là-dessus,